Bonsoir chers élèves, bienvenue dans ce cours d'enseignement à distance. Alors dans ce cours, on va voir la dynamique du solide. Ce cours rentre dans la fonction transmettre, l'unité de conception. Ce cours est dédié pour les élèves de deuxième année sciences et technologies mécaniques. Alors le cours de dynamique du solide, il va se développer comme suivant. Alors, on va commencer par une introduction. Deuxièmement, on va voir le principe fondamental de la dynamique. Troisièmement, solide en mouvement de translation rectiligne. Quatrièmement, solide en rotation autour d'un axe fixe de symétrie. Cinquièmement, solide en rotation autour d'un axe fixe, pas de symétrie. Sixièmement, notion de force d'inertie, principe d'Alembert. Et finalement, on va voir des exercices d'application pour mieux comprendre le cours. Alors, on va commencer par une introduction et un rappel. Alors, pour introduire, la dynamique est la partie de la mécanique qui étudie les relations entre les déplacements des solides et leurs causes, c'est-à-dire les actions mécaniques extérieures qui agissent sur eux. Alors, rappel qu'on va utiliser dans cette séance. Alors, il est indispensable de maîtriser la cinématique et la statique. Alors, dans l'année précédente, on a déjà vu le principe fondamental de la statique et aussi la cinématique. Alors, dans la statique, on a étudié les solides dans un équilibre. Et on a considéré le solide comme un solide indéformable, théoriquement, tel que sa masse est constante et les limites de son volume ne varient pas. Théoriquement, voilà. Alors, c'était dans le chapitre de la statique. Alors, le torseur statique en PFS, ça va nous donner c'est S bar sur S, la somme des forces extérieures sur un solide, ça va être égal à 0. La somme des forces appliquées sur un solide, par exemple, si on a un solide appliqué sur 3 forces, il est sur une table, on a 2 autres forces. Si on néglige le poids et le point d'action sur la table, ça va nous donner 2. La somme de toutes ces forces, ça va nous donner 0. Et aussi, la somme des moments des forces sur ce solide, ça va être égal à 0. Pour étudier le solide en équilibre. Voilà. Alors, lorsqu'on dit moment, on calcule le moment dans un point. Alors, le moment, c'est la force fois la distance entre le point d'application de la force et le point du moment calculé. Voilà. Alors, le torseur statique exprimé en même point, c'est la résultante S bar sur S. Ça va être égal à la somme des forces extérieures est égale à 0. Et aussi, la somme des moments des forces extérieures, ça va être égal à 0. Alors, dans le rappel de la cinématique, on a les équations de mouvement de translation. Alors, premièrement, on a le mouvement rectiligne uniforme. Alors, le déplacement, c'est x est égal à v fois t plus x, i. Alors, dans ce cas, le déplacement, pour avoir la vitesse, on va faire la dérivée de l'équation de déplacement. Ça va nous donner v constante, bien sûr. Après, on va faire la dérivée de la vitesse pour avoir l'accélération. C, A ou bien gamma, ça va être égal à 0 pour le mouvement rectiligne uniforme en cas de translation. Deuxièmement, on va voir le mouvement de translation rectiligne uniformément varié. Alors, la formule utile, c'est V carré, ça va être égal à V au carré 0 plus 2 fois A x moins x0. Dans ce cas, le déplacement, ça va être la dérivée de la formule précédente. C'est x est égal à 1 demi A t carré plus VI fois t plus xi. Dans ce cas, on va faire la dérivation de l'équation de déplacement. Ça va nous donner la vitesse. V est égal à A fois T plus V. On va dériver aussi la vitesse pour avoir l'accélération. Alors, A est égal à gamma est égal à constante. Maintenant, on va voir le cas d'un mouvement de rotation, pas un mouvement de translation. Alors, dans ce cas, lorsqu'on a la rotation uniforme, le déplacement θ est égal à oméga t plus θ 0.
Alors, la dérivée de déplacement, ça va nous donner une vitesse. La vitesse, ça va être θ point est égal à oméga est égal à une constante. Bien sûr, l'unité, c'est radian par seconde. Si on dérive la vitesse, on va obtenir l'accélération. Dans ce cas, l'accélération, ça va être θ2 point est égal à 0, nul. Dans ce cas, l'unité est radian par seconde carré. Alors, dans le cas d'un mouvement uniformément varié, la formule utile ici, c'est oméga carré est égal à oméga carré 0 plus 2 oméga point θ moins θ0. Le déplacement θ, ça va nous donner 1 demi θ2 point θ fois t carré plus θ point t plus θ0. Alors, la dérivée de déplacement, ça va nous donner la vitesse. θ point est égal à oméga est égal à θ2 point fois t plus θ prime en radians par seconde. La dérivée de cette vitesse, ça va nous donner l'accélération, θ2 point est égal à constante en radians par seconde carré. Alors, une remarque qu'on peut déduire, c'est que la relation vectorielle entre les vitesses d'un solide en mouvement, plan translation plus rotation, ça va être VA est égal à VB plus le vecteur VB vectoriel oméga. Alors, il y a 3 méthodes possibles pour traiter un même problème de dynamique. Alors, chacune ayant ses avantages et bien sûr ses inconvénients. Alors, premièrement, par application directe de la loi de Newton au principe fondamental. Deuxièmement, par utilisation de théorèmes relatifs au travail et à l'énergie. Troisièmement, à partir de théorèmes portant sur les quantités de mouvement et le moment cinétique. Alors, notre cours est le suivant. Alors, le principe fondamental de la dynamique. Alors, dans un repère galiléen, un système matériel S soumis à des actions mécaniques extérieures quelconques. Bien sûr, ces actions plutôt mécaniques, on va les modéliser par le tour sur tour S bar sur S. Résultante S bar sur S différent de 0 et le moment au point A de S bar sur S, ça va être aussi différent de 0. Alors, le torseur au point A. Alors, pour déduire le principe fondamental de la statique, on a l'équation de la résultante, ça va être différent de 0. Et aussi le moment, ça va être différent de 0. Alors, à un mouvement tel que R S bar sur S, la somme MI fois gamma MI, alors la somme MI fois gamma MI, ça veut dire la somme des masses fois l'accélération gamma. Alors, ça va nous donner M fois gamma G. M, c'est la masse, gamma, c'est l'accélération. Alors, le moment au point A de S bar sur S, ça va être aussi la somme du solide S, on a le point AMI vectoriel M fois gamma MI. Alors où MI représente la masse du volume élémentaire lié au point MI. Gamma est l'accélération du centre de gravité. Alors remarque, la première équation vectorielle s'appelle l'équation de la résultante dynamique. Là, on a R, S bar sur S différent de 0. La deuxième équation vectorielle s'appelle l'équation du moment dynamique. L'équation, on a M au point A de S bar sur S aussi différent de 0. Ensuite, on va voir le solide en mouvement de translation rectiligne. Alors, premièrement, le cas d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, dans ce cas, gamma MI est égal à 0, quel que soit I. Ça veut dire quel que soit le déplacement du point I, ça va être égal à 0. Dans ce cas, gamma G, ça va être égal à 0. Où on déduit que taux de S bar sur S, R S bar sur S est égal à 0. Le moment, le point G de S bar sur S, ça va donner aussi est égal à 0. Alors, ce torseur est le même que le torseur statique du PFS. Alors, on a la résultante est égale à 0 et le moment est égal à 0. Alors, dans le cas où on a un mouvement rectiligne uniforme, le torseur dynamique est le même que le torseur statique.
Alors, deuxièmement, on va voir le cas de mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, dans ce cas, gamma mi est égal à constante. Alors, quel que soit i, donc gamma g est égal à constante, on montre que taux de S bar sur S, la résultante de S bar sur S est égale à m fois gamma. Alors, la somme des forces, ça va être égal à m fois gamma. C'est clair, m c'est la masse, gamma c'est l'accélération. Et aussi pour le moment, au point G, S bar sur S, ça va être égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a le mouvement rectiligne uniformément varié, donc la résultante, ça va être différente de 0, mais le moment, ça va être égal à 0. Alors ensuite, on va voir le solide en rotation autour d'un axe fixe de symétrie. Alors le mouvement de rotation à un axe fixe, en tout point I, l'axe de rotation V de I est égal à 0 et l'accélération de I, ça va être aussi égal à 0. Alors, le mouvement de rotation par rapport à un axe de symétrie, G appartenant à l'axe de rotation, donc l'accélération de G, ça va être nul. Alors, on montre que dans ce cas, le principe s'écrit taux S bar sur S. Alors, on a la résultante S bar sur S est égale à nul. Mais le moment, le point G de S bar sur S, ça va être à I, Gz fois θ de point Z. Alors, IGZ, c'est quoi? IGZ, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe GZ, comme vous voyez dans la figure. Θ de point, c'est quoi? C'est l'accélération angulaire du solide autour de l'axe GZ. Alors, Z, c'est l'axe là on travaille, c'est l'axe de rotation. Alors ensuite, on a premièrement la notion du moment d'inertie. C'est quoi un moment d'inertie? Alors l'unité de moment d'inertie, c'est le kilogramme fois mètre carré. Alors dans le cas général, le calcul d'un moment d'inertie est complexe. Pourquoi? Car il exprime par une intégrale triple. Le cas est un peu délicat, surtout sur le volume. Voilà. Alors l'expression générale pour le calcul d'un moment d'inertie par rapport à un axe GZ est IGZ est égal à l'intégrale du volume R carré fois D de M. Alors R, c'est la distance du point M considéré à l'axe GZ. D de M est l'élément de masse élémentaire lié au point M. Alors, le moment d'inertie est un scalaire qui dépend de la géométrie du solide étudié. Alors, dans ce cas, la masse, il dépend aussi de la masse et de l'axe de rotation autour duquel se fait le mouvement. Alors, on a plusieurs types, des géométries différentes. On va voir la masse et le moment d'inertie est égal à combien dans n'importe quel cas. Alors, premièrement, on a le cas d'un cylindre plein. Alors, la masse, dans ce cas, M est égal à pi R carré fois L fois ρ. Alors, L, c'est la longueur. Alors, le moment d'inertie, dans ce cas, on a le moment d'inertie par rapport à X, Y et Z. Gx est égal à M fois R carré sur 2. Par rapport à Y, c'est M R carré sur 4 plus M fois L carré sur 12. Par rapport à Z, c'est M R carré sur 4 plus M L carré sur 12. Alors, on voit que pour l'axe X, Y et Z, c'est le même, mais il diffère par rapport à l'axe X. Alors, le cylindre creux, la masse M est égale à pi R carré moins petit r carré. Pourquoi? Parce qu'on a un cylindre creux, ça veut dire qu'on a deux rayons, on a le grand rayon et le petit, fois L fois ρ. Alors, le moment d'inertie pour ce cas, alors c'est M par rapport à X, c'est M fois R grand R carré plus petit r carré sur 2. Pour Y et Z, c'est M fois R grand R carré plus petit r carré sur 4 plus M fois L carré sur 12 pour l'axe Y et l'axe Z. Pour une sphère, la masse, c'est M est égal à 4 sur 3 pi R carré fois ρ. Alors, pour le moment d'inertie par rapport à X, c'est 2 sur 5 M R carré.
pour l'axe Y et Z, c'est 2 sur 5 m fois r carré. Ça veut dire qu'elle ne change pas. Pour le cas d'une sphère, c'est la même pour les trois axes. Le moment d'inertie, il ne varie pas. Alors, pour le cas d'un parallélépipède, alors la masse Cm est égale à A fois B fois L fois ρ. A, B, ce sont, voilà, dans la figure, on a A, B et L, la longueur, fois ρ. Alors, le moment d'inertie par rapport à X, c'est M sur 12, A carré plus B carré. Pour Y, c'est M sur 12, A carré plus L carré. Alors, pour Z, M, on remarque que le moment d'inertie par rapport à X, on a A et B. D'accord? Pour Y, on n'a pas B, mais on a A et L. D'accord? Parce qu'on est sur Y. Lorsqu'on est sur le Z, on a B et L. D'accord? On n'a pas le A. Alors, dans le cas d'une cône plein, alors la masse Cm est égale à le 1 tiers fois pi fois r carré fois h fois ρ. Alors, le moment d'inertie par rapport à X, le point G par rapport à X, c'est 3 fois m sur 10 r carré. Pour Y et Z, c'est 3 fois m sur 20 fois r carré plus 3m sur 5 plus h carré pour les deux, Y et Z. Pour le cas du tore, alors la masse ici m est égale à 2 pi carré r carré petit r carré fois grand R. Petit r, c'est pour la coupe, le rayon de la coupure. Mais le grand R, c'est le rayon de la tore. Alors, fois ρ. Alors, dans ce cas, le moment d'inertie, G, on a, est égal à m sur 4 fois 4 grand R carré plus 3 petit r carré. Ensuite, on va voir le solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors, G n'appartient pas à cet axe. Ça veut dire le point étudié, il n'appartient pas à l'axe Z. Alors, le principe fondamental de la dynamique a pour expression le torsor S bar sur S. La résultante S bar sur S est égale à M fois gamma, le point G. Et le moment, c'est S bar sur S, le moment d'inertie I à Z fois l'accélération fois θ de point Z. Alors ici, on parle de la relation triée du théorème de Huygens. Voilà. Alors la notion de force, d'énergie, le principe d'Alembert. Alors la résultante S bar sur S est égale à M fois gamma G, est égale à moins Fi. Alors Fi, c'est quoi? Fi est appelée la force d'inertie. Cette force, elle est toujours opposée à l'accélération. Alors, dans le cas d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe différent de l'axe de symétrie de révolution, la force centrifuge, comme l'accélération en G, on peut être décomposée en deux directions principales. Alors, on a la normale à la trajectoire et la tangente. Alors, la force normale à la trajectoire, comme vous voyez dans la figure, alors on a FIN et FIT. FIN, c'est la force normale et FIT, c'est la force tangentielle. Alors FIN est égal à moins M fois gamma N est égal à moins M fois AG fois oméga carré fois N. La normale. Pour la tangente à la trajectoire du point G, FIT est égal à moins M gamma T est égal à moins M fois AG. Ça veut dire le AG, c'est la distance entre le centre et le point G étudié, le centre de gravité du solide. Alors, fois D de oméga sur dt fois T, la tangente. Alors, l'intérêt d'utiliser la notion de force d'inertie est d'assimiler l'effet d'inertie à une force extérieure et de pouvoir résoudre le problème comme un problème statique. Alors, dans ce cas, toutes les méthodes et les théorèmes abordés en statique sont utilisables, on peut les utiliser. Alors maintenant, on va voir des exercices d'application.
Alors, dans ce cas, on a déterminé les moments d'inertie suivants. Alors, dans le premier cas, on a une masse ponctuelle. Alors, la masse est égale à 10 kg. La distance de l'axe OM est de 0,2. Alors, le moment d'inertie dans ce cas, ça va être égal à combien? I au Z, ça va être égal à M fois OM carré. M, c'est la masse fois OM carré. OM carré, c'est la distance de l'axe entre le point M et l'axe O. Alors, le deuxième cas, on a le cylindre plein. La masse volumique ρ est égale à 7800 kg sur mètre cube. Alors, le rayon R est de 0,5 m et la hauteur est de 2 mètres. Alors, dans ce cas, IGZ, ça veut dire le moment d'inertie, ça va être égal à M fois R carré. Dans ce cas, on n'a pas M, mais on a la masse volumique. Dans ce cas, on peut déduire la masse à partir de la masse volumique. On sait déjà que la masse volumique ρ est égale à M sur V, la masse sur le volume. Alors, dans ce cas, M est égal à ρ fois V. Alors, on a V, c'est le volume. Alors, le volume d'un cylindre plein. Alors, le volume dans ce cas est égal à Pi fois R carré fois H. Alors, le cas suivant, c'est le cas d'un cylindre creux. Là, on a la masse M est égale à 35 kg, le rayon extérieur R est égal à 0,5 m, et le rayon intérieur est égal à R 0,4. Alors, le moment d'inertie dans ce cas est égal à M fois R grand R carré plus petit r carré sur 2. Le cas d'un cylindre creux, on a l'épaisseur est négligeable. Alors, dans ce cas, la masse, on va faire la masse fois 2 et D, ça va être R plutôt, carré, ça va être D sur 2. Le dernier cas, lorsqu'on a un cylindre creux et on a l'axe et il y a une distance entre l'axe de le cylindre et l'axe, là, on va calculer le moment d'inertie au Z. Alors, la distance ici, c'est E. Alors, on a E est égal à 0,5, où l'épaisseur du cylindre creux est négligeable. Dans ce cas, le moment IOZ, ça va être égal à IGZ plus M fois E au carré, fois la distance au carré. Alors, dans ce cas, IGZ, c'est quoi? C'est M fois D carré sur 2 et M plus M fois E, la distance entre le cylindre creux et l'axe au carré. Alors, on va ensuite voir des cas d'exercice pratique. Alors, le cas suivant, c'est un exemple dans un laboratoire d'essai. Pour tester les accélérations des véhicules, on utilise un dispositif avec tambour. Les roues motrices sont opposées dans le point A, sur la partie haute du tambour. Rayon R est égal à 1 mètre, la longueur 2,5 mètres et le moment d'inertie c'est G variable ou ajustable, libre de tourner. Alors, on a libre de tourner autour de son axe de rotation GZ. La masse totale du véhicule en charge est de 2000 kg. Alors, on peut voir ce dispositif, par exemple, là où on fait la visite technique d'un véhicule. Alors, la charge supportée par les roues avant, en repos, est de 1200 déca-newtons. Alors, quelle doit être la valeur du moment d'inertie JJ pour que le tambour se comporte comme le véhicule au démarrage ou au freinage? Alors, l'accélération ici tangentielle du tambour on a AT est égale à l'accélération du véhicule à G3. Alors, premièrement, dans la réponse, on va isoler le véhicule. Alors, dans le véhicule, on a dans la roue le point A, on a le point d'application de la force A, on a AX et AY. Dans le point B, on a la force B. Dans le centre de gravité de la voiture G3, on a P3 et
moins m3 fois AG, l'accélération, et on a l'accélération AG3. Alors, on isole la voiture. Supposons que l'automobile démarrage sur une route horizontale et avec une accélération AG3. Alors, P3 est le poids du véhicule, A1 sur 2 et B, ce sont les actions sur les roues. Alors, moins M fois AG3 est la force d'inertie au démarrage. Alors, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique tel que la somme des forces extérieures appliquées sur la voiture est égale à M fois l'accélération. Alors, les forces qu'on a dans cet exercice, on a P3, on a A et on a B. Voilà, on a 3 forces. Alors, les 3 forces, ça va être égal à M3 fois AG3. Alors, la projection sur X, ça va nous donner juste AX est égal à M3 fois A. Pour les forces A et B, ça vont être annulées. Alors, B, on isole le tambour. Alors, on va appliquer le principe fondamental. Alors, la somme des forces extérieures, alors P plus OX, OY et AX, AY vont être égales à 0. Pourquoi égal à 0? Parce qu'on a ici que on a la charge supportée par les roues avant au repos. C'est pour ça, ça va être égal à 0. Alors, la somme des moments des forces extérieures, la somme des moments, le point G pour la force P, plus la somme des moments O, le point G, OX, plus OY, le point G, plus AX, le point G, plus AY, le point G. Alors, ça va donner la somme des moments, le point G de AX est égal à G, JJ fois oméga prime. Alors, la projection sur OZ, ça va nous donner la somme des moments, le point G de AX, ça va donner égal à AX fois R, est égal à J fois θ 2 points. Or, oméga prime est égal à θ 2 points est égal à A1 sur R est égal à AG3 sur R. Dans ce cas, ça va être égal à AX sur M3 fois R. Donc, le moment d'énergie GJ, ça va être égal à M3 R au carré. On va voir l'exercice suivant. Dans cet exercice, on a un mouvement de translation rectiligne uniformément varié. Alors, un homme de 80 kg se trouve debout dans une plateforme en phase de démarrage. Accélération homme sur sol est égale à 3 mètres sur seconde carré. Chaque pied de cet homme repose sur une balance. La plateforme accélère jusqu'à la vitesse V. Homme sur sol, ça va être égal à 6 mètres par seconde. Alors, puis, continue en vitesse uniforme, régime établi, puis décélère. On prendra G est égal à 10 mètres par seconde carré pour l'accélération de la pesanteur. Alors, A, le travail demandé, c'est que la première partie, on se place lors de la phase d'accélération. On cherche à connaître les valeurs indiquées par les balances 1 et 2 avec les hypothèses suivantes. La première hypothèse, c'est que les solides sont indéformables et géométriquement parfaits. Deuxièmement, la deuxième hypothèse, les liaisons dans l'ascenseur sont sans jeu ni frottement. Alors, premièrement, isolez l'homme et faites le bilan d'action mécanique. Alors voilà, le bilan d'action mécanique, on le voit sur la figure. Alors le point G, on a X et Y, le repère. On a R, c'est la résultante dynamique. On a les pieds de l'homme. On a les points d'application A et B. A, c'est la force du balance 1 sur l'homme. Et B, c'est la force du balance 2 sur l'homme. La question 2, appliquer le principe fondamental de la dynamique, appliquer le théorème de la résultante et du moment dynamique en écrivant les moments au point G. Alors, on peut appliquer directement le théorème du moment dynamique. Alors, on va donner les 3 forces. A,
balance 1 sur homme, B, balance 2 sur l'homme, plus P, l'homme, est égal à R, dynamique. Alors, la projection sur Y, ça va nous donner que A plus B moins les NP, on a toujours P vers le bas. P, c'est M fois G. Alors, ça va être moins P, ça donne moins M fois G est égal à M fois l'accélération gamma. Alors, ensuite, ça va nous donner A, balance 1 sur A plus B, le balance 2 sur l'homme, moins 80 fois 10 est égal à 80 fois 3. Ça reste l'application numérique. Ça va donner la force 1 plus A plus B, ça va nous donner 1040. Alors, on peut appliquer directement le théorème du moment dynamique appliqué à l'homme isolé. Alors, il faut écrire tous les moments résultant en un point. L'énoncé demande de décrire au point G. Alors, le moment le point G de la force A, plus le moment le point G de la force B, plus le moment le point G de la force P, plus le moment le point G de la masse fois l'accélération. Alors, ça va nous donner GA vectoriel A plus GB vectoriel B plus GG vectoriel G. Alors, GG, ça veut dire le moment le point G. On a la force P le point G, donc ça va être nul. Alors, est égal à GG vectoriel M fois gamma. Alors, ça va nous donner moins L moins H0 pour GA vectoriel A. A, ça va donner sur les X 0, sur les Y A, sur les Z 0. Plus GB sur les L, sur les Y moins H et les Z, c'est 0. Vectoriel B, ça va nous donner aussi sur les X et les Z 0 et sur les Y, c'est B. Plus GG, ça va nous donner 0 pour tous les axes. Vectoriel P sur X et Z, c'est 0 et sur l'axe Y, c'est moins P. Égal à 0 vectoriel. Pour le point M fois gamma, ça va donner 0 sur l'axe des X, R sur l'axe des Y et 0 sur l'axe des Z. Alors, ça va nous donner juste sur l'axe après le produit vectoriel, ça va nous donner moins la projection sur Z, ça va nous donner moins L fois A plus L fois B est égal à 0. On va arrêter ici pour cette séance, mes chers élèves, pour le cours de la dynamique du solide. J'espère que vous avez déjà vu une vision globale sur le cours et pour les exercices aussi.